Merci. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. J'espère que tout le monde a pris tout le monde a pris une bonne pause. On va recommencer avec une thématique un peu différente de ce qui a été fait ce matin. Je vais vous parler des eaux souterraines et des changements climatiques. Mon objectif, c'est de vous présenter un peu les caractéristiques principales de la ressource en eau souterraine. Fait que vous allez voir, je vais monter un petit peu loin là, à la base plutôt de la théorie. Ensuite, quels sont les impacts qu'on peut attendre des changements climatiques sur les eaux souterraines, puis quels sont les défis qui se présentent. En fait, pourquoi s'intéresser aux eaux souterraines par rapport aux eaux de surface, par exemple? En fait, c'est surtout une question de volume d'eau. Ces chiffres-là, je pense que tout le monde les a vus, vous les connaissez. On sait qu'il y a 2,5 % de l'eau sur la Terre qui est de l'eau douce. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut regarder comment cette eau-là se répartit dans le cycle de l'eau. Donc, il y a une grande partie de l'eau douce qui est disponible, qui est figée dans les glaces. Donc, en fait, elle n'est pas vraiment disponible. C'est de l'eau douce, mais pas accessible. Une très petite partie dans les autres... mauvais bouton. Une très petite partie dans les eaux de surface et finalement quasiment le tiers de l'eau douce qui est dans les eaux souterraines. Fait que si on fait le calcul, on voit qu'on a à peu près, en fait, on a plus de 98 % de l'eau douce sur la Terre, qui est de l'eau douce disponible, qui est de l'eau souterraine. Donc, c'est des volumes très, très importants. Maintenant, cette eau-là, on la retrouve partout. Il y a vraiment un caractère d'ubiquité à l'eau souterraine. On en a partout sous nos pieds dans les formations géologiques, mais évidemment, elle n'est pas également répartie. En petite quantité, on en a partout également répartis, ça, c'est pas un problème. Par contre, les grands volumes disponibles, les grands réservoirs sont répartis de manière très inégale sur la planète, au Québec, au Canada aussi, en fonction de la géologie. Donc là, mon objectif, c'est pas de vous montrer, de faire le lien avec la géologie ici, mais... Ben oui, je vais la prendre, celui-là. Voilà. Regardons simplement la distribution avec les couleurs. Avec le bleu, c'est les grands aquifères qu'on a sur la Terre. Et les zones en jaune, c'est là où on a beaucoup moins d'eau souterraine. Donc, il y en a, mais pas partout. Et quand il y en a, où est-ce qu'on la voit? Parce que ça, c'est une autre caractéristique de l'eau souterraine, par opposition à l'eau de surface. Bien sûr, c'est peut-être une évidence, mais l'eau de surface, on la voit, elle coule dans les rivières, on peut la mesurer, on peut l'étudier relativement facilement, mais pour étudier les eaux souterraines, il faut souvent utiliser des méthodes indirectes. Par contre, on la voit parfois à la surface. On la voit dans les débits de base, il y en a été question ce matin, donc on la voit en période d'étiage, l'été, mais aussi en période d'étiage hivernale, l'eau qui coule dans nos rivières, c'est de l'eau souterraine pour la très grande partie. On la voit dans les puits artésiens, donc des puits qu'on appelle des puits coulants, où la pression est supérieure à la topographie, donc on a de l'eau qui ressort à la surface. Et on la voit aussi dans les sources, les résurgences et dans les milieux humides. Donc ça, c'est les manifestations de la ressource à la surface. C'est une ressource qui représente donc des volumes importants et dont on voit les trop-pleins à l'occasion. Elle nous sert à quoi, cette ressource en eau? Essentiellement, elle nous sert à l'alimentation d'eau potable, mais pas juste à ça. Elle nous sert aussi pour les industries. Ici, j'ai mis une bouteille pour illustrer l'eau embouteillée, mais l'industrie, c'est aussi la microélectronique, par exemple, qui demande de l'eau de très bonne qualité. C'est souvent de l'eau souterraine qui est utilisée. Elle sert pour l'irrigation, très peu au Québec, plus dans d'autres régions du Canada et beaucoup plus ailleurs dans le monde. Et elle sert aussi, nous rend des services écosystémiques. Donc, puisque l'eau souterraine soutient les volumes d'eau dans les milieux humides, par exemple, et aux résurgences, elle va soutenir des habitats, donc rendre des services écosystémiques. Au Québec, on dit qu'on a un peu plus que la moitié de l'eau souterraine qui est utilisée, qui sert pour l'alimentation d'eau potable. En fait, ce sont des très vieux chiffres, puis on connaît, en fait, prenez pas ça pour du cash, là, c'est pas des valeurs les plus récentes, ça date d'une vingtaine d'années à peu près. Il n'y a pas eu de mise à jour récente sur ces chiffres-là. Au Québec, à peu près le tiers de la population s'approvisionne à partir des eaux souterraines. Au Canada, c'est très variable. Entre autres, dans les provinces, à l'île du Prince-Édouard, c'est toute la population. Par contre, en région rurale, donc si on dit une personne sur 3 au Québec, en région rurale, c'est presque 80 % de la population qui dépend de l'eau souterraine. Donc, c'est une ressource qui est présente un peu partout, puis sur laquelle les gens dépendent fortement. Puis ces chiffres-là sont un peu similaires à ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde, mais en fait, le 30 % est
probablement plus faible que ce qu'on a ailleurs dans le monde. En Europe, on a 70% de l'eau potable dans l'Union européenne qui vient de l'eau souterraine. En Afrique, ça peut être 80%. Et l'eau de l'irrigation dans certains pays peut provenir très majoritairement aussi de l'eau souterraine. Une qualité très grande qu'a l'eau souterraine, c'est d'être accessible un peu partout, là où on en a besoin, même en petite quantité, et surtout d'être de bonne qualité. L'eau souterraine, c'est de l'eau de précipitation qui a transité à travers un réservoir, qui agit comme un filtre naturel et qui fournit de l'eau sur place qui est de qualité normalement, habituellement, assez bonne. Par contre, quand la qualité se dégrade, ben, elle se dégrade pour longtemps. Maintenant, la question qui se pose dans le contexte où on est aujourd'hui, c'est est-ce que les aquifères sont influencés par les changements climatiques? Ben, même si on voudrait chercher le signal climatique dans un contexte humide comme celui du Canada, on ne le voit pas très bien pour différentes raisons. Mais regardons d'abord cette image qui vient d'une publication de ma collègue Christine Rivard, dans laquelle François Anctil aussi a été impliqué. Analyse des séries temporelles de données de niveau de nappe sur une période de 30 à 50 ans en différents endroits au Canada montre les flèches en vert ici, c'est des flèches où on a des augmentations de niveau, et les flèches en rouge, c'est des flèches où on a des baisses de niveau. Donc, changement climatique, augmentation des températures, peut-être baisse du renouvellement de la recharge des eaux souterraines. On pourrait penser baisse de niveau aussi, mais la réponse n'est pas aussi claire que ça. En fait, elle n'est pas aussi claire pour différentes raisons. D'une part, les séries temporelles dont on dispose sont relativement courtes pour les eaux souterraines. Quand on a 30-50 ans, on est vraiment très, très chanceux. On a souvent plus 5-10 ans. Et même au Québec, on a moins que ça. On sait que le climat est très variable aussi. Donc, on a des séries qui sont courtes, on a une grande variabilité du climat et on a aussi une variabilité, des changements dans le temps à l'occupation du territoire. Donc, à l'occupation du territoire et au prélèvement et aux besoins pour l'irrigation. Donc, on a beaucoup de changements qui rentrent en ligne de compte sur la quantité, qui vont influencer la quantité d'eau qui va atteindre les aquifères et donc les niveaux de nappe. Donc, c'est un peu pour ça qu'on ne voit pas beaucoup d'effets à court terme. Et l'image que j'ai ici, en fait, c'est pour illustrer les variations de l'occupation du territoire. Sur la partie basse de la zone de gestion intégrée des eaux de la Bécancour, comparaison des pourcentages des superficies occupées par les milieux humides, les tourbières, entre autres, sur une période d'une quarantaine d'années, perte de 25% des milieux humides. Par contre, on voit pas cet effet-là sur les chroniques hydrologiques quand on les regarde de près. Donc, ça, c'est des changements comme ceux-là, c'est des changements qu'on retrouve un peu partout dans les basses terres du Saint-Laurent, là. Il y a une augmentation une intensification de l'agriculture. Mais même si on ne les voit pas à court terme, on sait que le climat a un impact à long terme sur les ressources en eau. Puis là, l'image que j'ai mise ici, c'est des images, en fait, qui illustrent la grande rivière d'eau qui a été construite, grande rivière souterraine qui a été construite en Libye à partir de l'aquifère des grès nubiens. Donc, ces pompages-là sont allés capter de l'eau qui est fossile, donc qui est venue de l'eau qui a été mise en place il y a plusieurs millénaires au moment où le climat était plus humide. Donc, maintenant, cette eau-là peut être utilisée, puis quand on l'utilise, on la mine, dans le sens qu'il n'y en a plus après. Mais ça, c'est une indication que le climat a changé, puis que jadis, il y avait plus de recharge. Donc maintenant, on l'utilise pour faire de l'irrigation dans le désert. Il y a d'autres changements qui sont un peu plus proches de nous, peut-être. Ça, c'est une image de l'aquifère de l'Ogallala aux États-Unis, dans le centre des États-Unis. Donc, des changements assez récents, donc dans le dernier siècle, à l'occupation du territoire, combinés avec des baisses de précipitations sur quelques décennies, ont mené à des baisses dramatiques de niveau de nappe de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres sur des grandes surfaces. Donc, des impacts et probablement une combinaison de variabilité du climat et de changement de l'occupation du territoire. Alors, si on sait que le climat peut avoir un impact sur les eaux souterraines, pourquoi on ne l'étudie pas plus? Mais la citation qui est là, c'est une citation du GIEC 2007. C'est l'eau souterraine, même si c'est très, très utilisé partout dans le monde, c'est la partie du cycle de l'eau qui est la moins bien connue. Alors, on peut se demander pourquoi c'est moins bien connu.
Ben, il y a plusieurs raisons, probablement. Je vais en citer 3 ici. La première, c'est certainement parce que les eaux souterraines sont peu visibles. Okay? Elles sont sous nos pieds, souvent inaccessibles. On n'est souvent même pas conscient qu'il y a de l'eau à cet endroit-là. On a dans nos climats ici tellement d'eau de surface qu'on s'est longtemps pas du tout préoccupé des eaux souterraines et on les a très peu cartographiées. Fait que si on regarde juste un petit dessin, puis là, j'avoue, je vous dis, c'est un peu académique. Donc, qu'est-ce qu'un aquifère? C'est une formation géologique qui contient de l'eau puis qui peut transférer de l'eau. Ces formations-là peuvent être proches de la surface. À ce moment-là, on les voit un peu plus. On les voit au niveau des rivières, on va les voir au niveau des milieux humides, mais elles peuvent être aussi beaucoup plus profondes. Donc, on peut avoir des nappes qui sont captives en profondeur sous la surface. Puis celles-là, ben, on les voit encore moins. On n'en voit pratiquement pas de manifestation. Les formations géologiques sont aussi très, très hétérogènes, donc leurs propriétés varient de manière significative dans l'espace. Leur nature, donc des dépôts meubles ou des roches fracturées, génère des hétérogénéités qui sont très, très grandes. Donc, c'est un milieu qui est difficile. On ne le voit pas et c'est difficile de l'étudier parce que ces propriétés qui permettent de transférer de l'eau d'un point à l'autre varient énormément dans l'espace. Au Québec, on commence à avoir une certaine idée de où sont nos aquifères. Au cours de la dernière décennie ou peut-être quinzaine d'années, il y a eu des efforts majeurs qui ont été investis et assez récemment, entre autres par le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, et en collaboration avec plusieurs universités du Québec et le groupe de recherche interuniversitaire sur les eaux souterraines, il y a eu des projets de caractérisation qui ont été mis en place pour essayer de comprendre, de délimiter les aquifères, de comprendre comment ils se renouvellent, comment l'eau circule au sein de ceux-ci. Donc, des projets d'assez grande envergure qui sont encore en cours et qui couvrent toutes les surfaces qui sont là, en fait. Et on estime qu'en 2015, on va avoir couvert à peu près le 3/4 du sud du Québec. Il va rester encore du travail à faire avant de pouvoir dire qu'on a un atlas complet du sud du Québec et une base de données qui couvre l'ensemble des aquifères. Deuxième raison pourquoi on connaît mal l'impact des changements climatiques sur les eaux souterraines, parce que le lien est indirect entre la précipitation et le niveau de la nappe. Ce lien-là, ben, si on regarde le petit schéma du cycle hydrologique qui est ici, ce lien-là se fait au niveau de la recharge, c'est-à-dire comment l'eau s'infiltre, comment elle percole à travers le sol et comment elle va atteindre éventuellement l'eau souterraine. Bien, on connaît pas grand-chose de ce processus-là et pourtant, c'est le processus central du renouvellement des aquifères. C'est un processus assez complexe. Qui se produit à différentes échelles selon les matériaux, selon l'hétérogénéité du milieu aussi. C'est difficile d'étudier la recharge parce qu'on la connaît pas, on connaît pas bien les processus. Puis quand on veut regarder qu'est-ce qui peut se passer dans le futur, avec des scénarios climatiques, ben ce que les modèles nous fournissent, c'est des variations de température et des variations de précipitation. Alors là, il y a tout un défi de faire une mise à l'échelle de ces données-là pour les intégrer dans des modèles qui vont calculer la recharge et ensuite des modèles qui vont nous permettre de prédire les niveaux de nappe. Donc, il y a beaucoup de niveaux d'incertitude ici. Et la troisième raison que j'ai mis ici, c'est que les temps de séjour de l'eau souterraine sont très, très variables. En fait, l'eau souterraine peut passer juste quelques jours dans un aquifère, mais elle peut passer plusieurs dizaines de milliers d'années dans un aquifère. Donc, on a toute une... Je vais y arriver d'ici la fin de la présentation. On a une gradation des temps de séjour en fonction, ici on l'a illustré en profondeur, mais ça dépend aussi de la géologie, de la position sur le bassin versant, etc. Alors si on capte l'eau souterraine dans un puits peu profond, mais on risque d'avoir de l'eau jeune. Si on capte de l'eau souterraine à partir d'un puits profond, on pourrait avoir juste de l'eau vieille si on le capte en profondeur, mais si on est ouvert tout le long ici, on va avoir un mélange d'eau. On va avoir aussi une intégration d'un signal climatique qui s'est fait sur des journées, des années, des décennies, des siècles et des millénaires. Donc, si on ajoute là-dessus en plus l'hétérogénéité des matériaux, bien, on a un signal qui est très tamponné, puis où c'est très difficile de faire le lien de cause à effet. Alors, des impacts, on sait qu'il y en a, parce qu'on le voit quand on regarde les archives passées. Maintenant, on a du mal à les étudier parce que les scénarios climatiques sont très variables, mais on sait qu'il y a des impacts. Alors, si on regarde dans la littérature, on va retrouver toute une série d'impacts possibles, puis j'en ai sorti ici quelques-uns pour illustrer la chose. Donc, on sait qu'il va y avoir une augmentation des températures
probablement une augmentation des précipitations dans plusieurs régions. Est-ce que ça va mener à une augmentation ou à une baisse de la recharge? C'est pas clair, ça dépend de la précipitation, de la température, ça dépend sur quel matériau ça tombe, ça dépend de la pente, etc. Les processus, donc je disais, de recharge, d'infiltration et même de ruissellement sont relativement difficiles à représenter numériquement. Donc, on sait qu'il peut avoir un impact sur la recharge, mais le portrait n'est pas encore très clair à savoir dans quel sens ça va. Un autre impact, c'est, comme je le mentionnais tantôt, l'augmentation des usages de l'eau. Donc, s'il fait plus chaud, on a besoin d'irriguer plus. Si en plus on a une augmentation des populations dans certaines régions, on va pomper davantage. Donc, il va y avoir des effets combinés qui vont pouvoir faire en sorte que les niveaux de nappe vont baisser, simplement parce que la pression d'extraction de l'eau va augmenter. Le changement dans l'année, il y a des personnes qui en ont parlé tout à l'heure aussi. Donc, si les hivers sont plus doux, la fonte printanière va arriver plus tôt, mais aussi, il va y avoir de la recharge hivernale. C'est possible qu'on ait de l'eau qui atteigne la nappe en période hivernale, alors que dans les conditions moyennes, c'est généralement pas habituel. Or, si le pic de recharge, de renouvellement de l'aquifère se fait de manière plus distribuée dans l'année, on pourrait se retrouver avec des sécheresses plus prolongées l'été, puisque les réservoirs se sont taris plus tôt dans la saison, des débits d'étiage réduits et des impacts sur les écosystèmes en raison des débits plus faibles, mais aussi des températures plus élevées. Et l'assèchement de cours d'eau dans certaines régions, notamment des cours d'eau qui pourraient être intermittents, pourrait devenir complètement sec pendant la période estivale. L'intrusion saline, ça c'est un autre élément qui est assez important, qui est beaucoup étudié, parce qu'on a une augmentation des populations en zone côtière. Donc s'il y a plus de population, il y a aussi plus de besoins en eau. On va aller chercher plus d'eau souterraine. Si les niveaux d'océan montent, dans un climat changeant, on peut avoir un déplacement du front d'eau douce eau salée vers l'intérieur des côtes. Donc, l'intrusion saline. Combinaison des effets ici est étudiée par différents chercheurs. C'est pas clair lequel des effets est plus important, celui de l'augmentation du niveau de la nappe de l'océan ou de l'augmentation des prélèvements. Donc, il y a des incertitudes à ce niveau-là. Des changements au niveau de la qualité de l'eau aussi. Il y en a été un petit peu question tout à l'heure avec la présentation qu'on a eue sur les E. coli. Vous me dire, c'est les E. coli dans l'eau de surface. Oui, mais l'eau de surface et l'eau souterraine sont connectées. Pendant des périodes de crues, de précipitations très intenses, on peut avoir beaucoup de ruissellement de surface. On peut avoir mobilisation de cette eau de surface vers les zones de captage et contamination des forages par écoulement préférentiel à travers la zone non saturée. Donc, il y a un lien là, qui est direct entre le ruissellement de surface et l'eau souterraine, puis c'est cette problématique-là qui a mené à l'épisode de contamination des eaux par la bactérie E. coli à Walkerton dans les années en 2000. Donc, c'est des cas qui pourraient se produire plus souvent dans un contexte de climat changeant. Maintenant, comment on fait pour mieux comprendre ces impacts-là? Il y a un certain nombre de défis scientifiques qui se posent. Je l'ai mentionné tantôt, la recharge est un processus qu'on ne comprend pas bien. Alors, on doit mettre nos efforts pour mieux quantifier la recharge, le renouvellement des aquifères. Et comment on peut faire ça? Le but du jeu, c'est probablement d'utiliser plusieurs méthodes, plusieurs outils de modélisation, d'études de la zone non saturée, de mesures terrain à travers des lisimètres, de traceurs géochimiques et isotopiques, d'analyse des débits de surface et de modélisation. Donc, c'est l'ensemble des méthodes qui peuvent nous aider à mieux comprendre le système, mais donc, en multipliant les cas types, les zones d'études, on pourrait avoir une meilleure compréhension des processus. Autre point où on a vraiment besoin d'un investissement en termes de science, c'est les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface. En fait, on a parlé ce matin surtout des eaux surface, là on parle des eaux souterraines. Il y a encore relativement peu de travaux qui sont faits et qui combinent réellement les deux réservoirs. Si on peut appeler l'eau de surface un réservoir, c'est quand même un réservoir assez complexe, mais qui combine, en fait, qui regarde le cycle hydrologique complet. Et c'est un réel défi parce que dans les eaux de surface, on a
des écoulements qui sont très, très rapides. Dans les eaux souterraines, on a des écoulements très, très lents. Je vous parlais de dizaines de milliers d'années tantôt. Dans les eaux de surface, bien, on pense à faire de la prévision à 2, à 10 jours, à 15 jours. Donc, c'est des processus qui sont... Parce que c'est des processus qui ont lieu à des échelles de temps différentes, bien, c'est numériquement très difficile de les coupler de manière satisfaisante. Les modèles entièrement couplés existent, mais sont complexes à utiliser. Alors, sur cette image-là, j'ai oublié de mettre la référence, c'est une image de Winter qui illustre la complexité des interactions selon l'échelle qu'on regarde, donc à des échelles très locales, à des échelles intermédiaires, à des échelles régionales aussi, et en fonction qu'on regarde un cours d'eau principal, qu'on regarde une petite rivière ou qu'on regarde des milieux humides, par exemple. Donc, on a une complexité des systèmes souterrains et des interactions qu'il faut étudier de manière beaucoup plus rapprochée parce qu'on veut être capable de comprendre qu'est-ce qui gère cette contribution-là de l'eau souterraine à la rivière pendant les périodes d'étiage. On comprend. Si on était capable d'établir le lien entre la dynamique des eaux souterraines et ces débits d'étiage, mais on aurait déjà fait un pas assez important en avant pour être capable d'intégrer toute l'échelle de variabilité de ces écoulements plus ou moins rapides en profondeur. Le troisième point que je veux amener ici en termes de suivi, de défis scientifiques, c'est vraiment au niveau du suivi. Je vous ai dit, on commence à connaître nos aquifères au Québec. Ailleurs dans le monde, certains pays sont beaucoup plus en avance que nous. Les États-Unis, entre autres, ont une très bonne connaissance de la plupart de leurs aquifères. Puis ici, ce que j'illustre, en fait, c'est un système de suivi des niveaux de nappe qui est automatisé et qui peut être consulté en temps réel et qui permet d'établir des liens avec les variations de niveau de nappe qu'il y a eu la semaine d'avant, le mois avant, l'année d'avant ou les 10 années précédentes si les chroniques existent. Donc, c'est un système d'alerte, si vous voulez, des niveaux de nappe qui nous permet d'identifier rapidement quand il y a un problème qui survient. Donc, on n'est pas là au Québec. Le ministère vient de réintroduire un suivi de niveau de nappe. Il y a beaucoup de forages qui sont en place maintenant, mais les chroniques sont très, très courtes, là, moins de 10 années pour la plupart. Et puis, donc ça, c'est un besoin de suivi, mais on a aussi un besoin de caractérisation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les processus à l'échelle locale dans une variété de contextes si on veut être capable, après ça, de comprendre comment ça va varier dans le futur. Puis pour ça, ça nous prend des études locales, des conditions actuelles, mais dans des conditions climatiques aussi. Donc là, j'ai juste été chercher quelques images pour illustrer la variabilité, la possibilité des études. Quelques études ici au Canada, en Belgique, et 2 études qui vont être abordées juste après sur le mont Covey Hill et puis dans la région de Lanoraie par des personnes de mon équipe. Donc, on a un besoin. Il y a de plus en plus de littérature là-dessus. Donc, heureusement, il y a de plus en plus d'études qui se font. Et le dernier point ici, c'est le besoin d'une modélisation entièrement couplée. Je le disais tantôt, mais là, je vais aller au-delà de la surface et du souterrain, mais bien dire une modélisation complètement couplée à partir des modèles atmosphériques jusqu'au souterrain, qui tiendrait compte non pas juste d'un réservoir dans le modèle hydrologique dans lequel on fait varier des niveaux, mais vraiment qui tiendrait compte d'un écoulement à une échelle de temps très, très longue dans certains cas, mais un écoulement souterrain d'une région à l'autre. Donc ça, c'est un défi majeur en termes numériques, c'est clair, en termes de données aussi qui sont disponibles. Mais c'est vers là qu'on s'en va. Alors, en résumé, l'eau souterraine est certainement une ressource qui est cruciale pour le développement humain. C'est des réservoirs majeurs, ça représente des réservoirs majeurs pour les écosystèmes aussi. Ça fait pas de doute. On sait qu'il y a des effets des changements climatiques sur les eaux souterraines, mais ceux-ci sont encore mal compris. Puis pour mieux les comprendre, on doit avoir plus de données, faire des suivis, établir des suivis à long terme, développer les connaissances sur les processus et développer les outils qui permettent d'intégrer tout ça et intégrer à la fois l'eau de surface et l'eau souterraine dans des approches globales. Finalement, je voudrais juste terminer peut-être avec cette idée-là. Parce que l'eau souterraine est présente un peu partout, parce qu'elle est de bonne qualité, puis c'est un réservoir qui a une capacité tampon assez importante, la gestion intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines est probablement une des approches possibles pour réduire la vulnérabilité des populations aux changements climatiques, donc aux extrêmes climatiques et aux changements à très long terme aussi. On peut voir un peu comme une mesure d'adaptation au changement climatique. Alors voilà, je vous remercie.